Bois de Finge, un matin d'hiver. Il fait un froid glacial. Le lama qui monte des pylônes à haute tension au centimètre près attire à peine les regards des passants. En 2005, un hélico qui travaille est une chose presque banale. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Résumer les 40 ans d'histoire d'Air Glacier, c'est résumer une aventure un peu folle, lancée par des pionniers qui voulaient venir en aide aux autres tout en assouvissant leur passion. Une passion remplie de joie, mais également de peine. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Les gardiens de cabane le savent bien. Avant l'arrivée des premiers avions, tout se transportait à dos d'homme ou de mulet, des charges qui pesaient parfois plus de 40 kilos. Un beau jour, on eut l'idée à l'aérodrome de Sion d'équiper un Cessna 140 d'une trappe de largage. Nous suivons un des avions de ravitaillement dans un deuxième appareil. Attention! Pour les marchandises fragiles, il y avait le parachute. Pourtant, il fallut trouver un jour le moyen d'atterrir. La chose n'était pas toujours évidente. C'était sans compter sur la détermination d'Hermann Geiger, un pilote de l'aéroclub du Valais. Le 10 mars 1952, il atterrit sur le glacier de la Kander avec un Piper Super Cub. La technique du vol en haute montagne allait rapidement devenir adulte. C'était un essai sans permission de l'Office de l'air. C'était un peu un truc hors la loi. Ce que mon père a pu faire, c'est qu'il a décollé de l'aérodrome de Sion avec son Super Cub sur les roues. Et en cours de vol, à l'aide d'une pompe hydraulique, il a fait passer les skis sous la roue et il a posé sur le glacier. Décollé du glacier, quand il rentrait à Sion, il reposait sur les roues. Et il a aussi profité du relief du glacier pour poser dans les pentes et décoller dans la pente, ce qui lui permettait de prendre très rapidement de la vitesse et de quitter le glacier, ce que personne n'avait fait avant. Quelques mois plus tard, un nain timide fait sa connaissance. Il s'appelle Fernand Martignoni. Geiger accepte de lui donner des leçons de pilotage en échange de coups de main à l'aérodrome. À eux deux, ils deviendront les piliers du transport et du sauvetage en Valais. Pour la jeunesse, à l'époque, ce qui manquait le plus, c'était l'argent. Pas comme maintenant. Maintenant, ils ont les moyens d'avoir des cheveux longs. À l'époque, on ne pouvait pas. Je dis pas ça parce que j'ai plus de cheveux. Hein. C'est pas pour ça. Tout ce qui était jusqu'à maintenant interdit, Hermann a réussi à le faire passer officiellement. Et on a commencé à faire des transports commerciaux, dont la construction de la cabane Kander. Martignoni était spécialiste de tous les transports avions et également hélicoptères. Je vous rappelle quand même que dans le temps, les pilotes volaient en principe l'hélicoptère et l'avion. Au bout de quelques années de collaboration occasionnelle, Fernand Martignoni est engagé à plein temps pour seconder Hermann Geiger, toujours plus sollicité. Les dirigeants de la chaîne des magasins Coop organisent alors une grande collecte et au printemps 1957, le premier Bell 47J arrive en grande pompe à l'aérodrome de Sion. Doté d'un moteur à piston, l'appareil ne peut que difficilement dépasser l'altitude de 2500 mètres. De ce fait, le Piper reste le seul moyen efficace d'intervention à une altitude supérieure. À la fin des années 50, la firme nidwaldienne Pilatus présente son dernier né, le Pilatus Porter. Véritable camion volant, le Porter peut emporter 1 tonne de marchandises ou 7 passagers. Le 2 octobre 1959, l'aéroclub de Sion fait l'acquisition d'un premier appareil. Fernand Martignoni et Hermann Geiger apprécient pleinement les capacités de cet appareil, surtout lorsqu'il s'agit d'aller récupérer des alpinistes malchanceux dans des endroits impossibles. Les accidents, en principe, viennent quand il y a le mauvais temps. Et là, certaines fois, c'est très dangereux. Mais si on sait qu'ils ont dégringolé tel et tel couloir ou tel rocher qu'on connaît, on sait qu'il y a, même sans les trouver, on sait qu'il n'y a plus de problème pour aller les chercher, qu'il n'y aura pas de vivants. Mais quand c'est d'autres accidents qui sont plus petits et quand il y a la possibilité de retrouver des blessés vivants, alors vraiment on prend des risques alors là. En 1963, Bruno Bagnoud assiste impuissant à la chute de l'un de ses amis lors d'un cours de guide de montagne. Appelé sur les lieux avec l'un des hélicoptères Bell, Hermann Geiger ne peut atterrir en raison des faibles performances de sa machine. Bruno Bagnoud entend alors parler d'un nouvel hélicoptère construit par la firme française Sud Aviation, l'Alouette 3.
D'un prix de plus d'1 million de francs, cette machine est dotée d'une turbine de 550 chevaux, pratiquement insensible aux effets de l'altitude. Quand le cours était terminé, j'ai dit à Herman, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir sauver? J'ai vu dans le journal qu'un hélicoptère s'était posé au sommet du Mont Blanc avec beaucoup de vent et puis 5 personnes à bord. Et là, Herman Geiger m'a répondu, mais ça c'est une Alouette 3 avec une turbine qui coûte 1 500 000 francs suisses par rapport à nos hélicoptères que nous avons qui coûtent environ 300 000 francs. On a fait un deal en disant, écoute, toi tu connais l'aviation, moi j'essaye de me débrouiller pour trouver le financement de cette machine. Les banques ont trouvé l'idée bonne, mais les médecins de Sion aussi, mais ils ont dit, écoutez, ça c'est un élément, un objet neuf que personne connaît, et nous ne voulons pas prendre le risque de vous enfoncer cet argent. Et c'est là que j'ai heureusement rencontré M. René Spar, qui était lui à ce moment-là président de l'Aéroclub de Sion, et qui faisait partie d'un conseil d'administration d'une banque qui s'appelait la Caisse d'épargne du Valais. Et je lui ai demandé, j'écoute, voilà, mon projet est le suivant, je veux acheter une Alouette 3, je veux fonder une autre société qui se spécialise dans le domaine du sauvetage, et j'ai besoin d'1 500 000 sans aucune autre garantie. Et très gentiment, il m'a répondu, écoute, je vais essayer de discuter avec ma banque et je te réponds d'ici quelques jours. Il y a à peine 3 jours passés après ma demande qui m'a donné un petit coup de fil en me disant, j'ai pas l'1 500 000, mais j'ai 600 000 francs à ta disposition. Alors j'ai dit à René Spar, j'ai dit, écoute, tu peux mettre ça sur un papier, je vais aller voir Aérospatial, comment ça s'appelait, et voir dans quelle mesure il m'accorde un crédit pour le payer en 3 fois. À l'aérodrome de Sion, les courageux pilotes poursuivent leurs activités aux commandes du Pilatus et du Bell. Entre-temps, Bruno Bagnoud a trouvé le moyen d'acheter l'hélicoptère tant convoité. Il propose à Martignoni un poste au sein d'une nouvelle société. Au début août 1965, Bruno Bagnoud prend possession de la première Alouette 3 civile de Suisse et d'un Pilatus Porter. Herman Geiger prend le titre de chef pilote de la nouvelle compagnie. L'entreprise Air Glacier est née. En hiver, on ne travaillait pratiquement pas. Le tourisme était beaucoup moins développé, il n'y avait pas encore beaucoup de remontées mécaniques, les dépôts se faisaient pratiquement que quelques fois quand il faisait grand beau, et on ne travaillait pas. Et par un hasard tout à fait quelconque, on a été engagé pour effectuer une mission qui consistait à faire une étude sur des possibilités de construction de barrages hydroélectriques sur le Sénégal. Nous étions à ce moment-là très bien payés, puisque le dollar était à ce moment-là encore très très haut. Ça nous a permis d'avoir le double de machines et surtout de stabiliser l'économie de la société Air Glacier. Le 26 août 1966, l'avion d'Herman Geiger percute juste après son décollage un planeur en phase finale d'atterrissage. Bruno Bagnoud se précipite au secours de son ami. Geiger décède à son arrivée à l'hôpital. Quelques jours plus tard, le pilote du planeur, Charles-Albert Gabiou, succombe à son tour. L'élève Anne-Marie Chaland est grièvement blessée. Une foule immense accompagne Geiger à sa dernière demeure. Du monde entier affluent les témoignages de sympathie et de reconnaissance. À bord de l'Alouette 3, Martignoni répand des gerbes de fleurs sur les fidèles massés sur la place de la Planta. À la suite du décès de Geiger, Fernand Martignoni devient chef pilote de la compagnie Air Glacier. Peu à peu, le tourisme d'hiver de masse se développe. En 1969, Sud Aviation annonce l'arrivée d'une nouvelle machine baptisée Lama, version hybride de l'Alouette 2 et de l'Alouette 3. Elle battra en 1972 le record du monde d'altitude en grimpant à 12 440 mètres. Le 18 juin 1971, Bruno Bagnoud et son chef mécanicien Guy Gaudry prennent possession à Marignane d'un premier exemplaire immatriculé HBXDG. 35 ans après sa mise en service, le Lama reste un outil irremplaçable pour le travail en montagne. En 2005, il constitue toujours le fer de lance de la flotte d'Air Glacier. Aéroport de Sion, samedi 19 juin, il est 7h du matin. Dernière vérification, nous décollons dans quelques minutes pour la cabane Rambert. Un travail ordinaire pour l'équipage. Chaque année, les hélicos d'Air Glacier livrent entre 2 et 300 tonnes de matériel d'hiver au refuge du Bas-Valais. Je pense pas que ce soit très lourd, tu vois.
voit les deux là-haut. On vient d'arriver le camion. Premier briefing à Ovronad où seront transportés hommes et marchandises en plusieurs rotations. Mais qu'on aille au moins 4 personnes. C'est la routine. Le seul problème de la journée, c'est cela. Turin. C'est Turin alors. Ah ouais. Quand le lama arrive, il n'est pas question de perdre du temps. Premier problème, trouver la place nécessaire au stockage. On n'a jamais assez de place pour stocker, c'est ça. Mais bon, on se débrouille. On dort dans une chambre, il y a plein de choses, plein de ravitaillements, et puis mais on est avec. Si j'ai besoin de marchandises, j'appelle directement Air Glacier après avoir programmé à quelle heure ils devaient venir pour qu'il n'y ait pas une perte de temps ni pour eux ni pour nous. À 2500 mètres, on ne parle pas d'argent, paraît-il. La minute de vol coûte environ 30 francs, mais les rapports entre gardiens et transporteurs ne se limitent pas à de simples considérations mercantiles. La complicité est totale. C'est des gens merveilleux, pas seulement pour la livraison, pour tout ce qu'ils font dans leur métier. Et le plaisir de leur dire bonjour au moment où ils passent là, ils font un petit signe, on entend venir l'hélicoptère. Non, c'est plus qu'un pilote, c'est des amis. Je pense qu'on peut considérer ces gens comme des amis. Et toujours le plaisir de pouvoir partager un morceau de gâteau et boire un café et peut-être un verre de vin, mais en général ne boivent pas d'alcool. Après la pause croissant, nous redécollons en direction de la Forclaz pour ravitailler la cabane du Trien. Rebelote, on charge des pommes de terre, des couvertures et tout le nécessaire à cet établissement. Cet après-midi, Bertrand le pilote et ses aides de vol doivent encore effectuer des baptêmes de l'air à Granges. Une chose bien agréable, pas vrai le chat ? « 1971, c'est l'année de l'arrivée du lama, mais c'est aussi la création de la base de Lauterbrunnen à quelques minutes de vol de l'Eiger et de la Jungfrau. Le 24 décembre 1971, j'ai effectué le survol de Sion à Lauterbrunnen avec la première Alouette 3, immatriculée XCM. Plus tard, nous avons reçu un lama et quelques années plus tard encore, nous avons continué avec une Alouette et un lama. Le but principal, c'était le sauvetage et le transport de matériel. En été, nous assurons le ravitaillement des cabanes du club alpin suisse, pour l'infrastructure de Wengen, de Muren, pour les télésièges et les téléskis. Nous effectuons également du transport de béton, des vols touristiques. Au printemps, il y a l'héliski, nous amenons des skieurs sur les glaciers. Pour le reste, de l'automne à l'hiver, nous avons des préparations pour les courses de ski à Lauterbrunnen, du transport de matériel et de machines pour la neige. sind Materialflüge, sind aber auch Transport von Schneemaschinen. Nous avons de bons contacts avec la commune. La commune de Lauterbrunnen est détentrice du terrain. Air Glacier en assure l'exploitation. Nous avons des accords qui précisent notre entraide mutuelle en cas de catastrophe. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes de bruit, nous sommes très proches du village. Nous devons y faire attention dans le futur, car le problème du bruit est tout de même assez pesant. Depuis plus de 30 ans, les fidèles de l'aéroport de Sion côtoient un petit homme barbu au regard malicieux. René Mining, c'est presque une légende vivante, celle qui incarne toute l'époque de Fernand Martignoni, avec qui il a partagé d'incalculables heures de vol. Oh, de temps en temps, il faisait un petit peu une moue, mais le matin, quand il disait bonjour, j'étais sûr que ça allait tout bien. Il disait pas bonjour,
J'étais content quand je pouvais voler avec lui, comme ça quand on voyait une bête sauvage, je disais, hey, il y a des chamois là. Ah, alors là, c'était plat, ça partait. Alors on était toute la journée bien ensemble, tip-top. Des fois, on travaillait depuis le matin à 7h jusqu'à qu'on avait fini dans l'après-midi. Alors on ne mangeait pas, et les ouvriers non plus. Alors, puis ça a été un moment pour finir, les ouvriers, ils ont dit, maintenant c'est stop, maintenant on fait 1 heure de pause à midi. Mais Fernand, il tournait en rond, les mains en poche, mais il ne mangeait pas. Au fil des années, le nombre d'alpinistes en haute montagne se fait de plus en plus nombreux. Il en résulte une demande croissante en matière de sauvetage. Lors d'interventions difficiles, Fernand Martignoni fait figure de référence. On l'appelle de plus en plus souvent, de jour comme de nuit. Combien de fois je lui ai téléphoné le soir? Les filles, on n'osait pas lui téléphoner. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il m'a dit, téléphone-lui, toi, t'es bien avec lui. Je disais, Fernand, on a un sauvetage. Où? Là, à tel et tel endroit. Eh ben, je viens tout de suite. Et voilà, puis on partait les deux, tranquilles, jolis. Police cantonale, c'est pour un sauvetage. À partir de 1972, les secours en montagne commencent à s'organiser de manière structurée. La police cantonale met à disposition des sauveteurs des gendarmes guides. Jackie Michelet, aujourd'hui responsable de l'organisation cantonale des secours, était à l'époque la figure de proue incontestée du sauvetage en montagne. À de nombreuses reprises, il a participé à des interventions avec Fernand Martignoni. Parce qu'il partait pour une mission, s'il décidait de la faire, il allait au bout. Et si la décision était de ne pas y aller, c'est que vraiment il ne fallait pas y aller, il fallait trouver d'autres moyens. Je crois que chez lui, il fallait vraiment être accepté. Et puis, à partir de là, il y avait une confiance incroyable et plus nécessaire de se parler. Chacun savait, je crois, ce qu'il devait faire. Et bon, peut-être une ambiance particulière, c'est parce que nous étions tous les deux de Nada. Certains aides de vol venaient aussi de Nada, donc on avait parfois un équipage complet nadar, et ça faisait un petit plus, je dois dire, au niveau de la complicité. René Minig se souvient d'un sauvetage particulièrement difficile, accompli il y a nombre d'années à la cabane des Vignettes. Perdu dans le brouillard, il se retrouve avec Martignoni au-dessus de la vallée de la Valpeline. Après avoir récupéré durant 2 heures à Arola, ils réussissent à emmener le blessé à l'hôpital. Fort tard dans la nuit, ils atterrissent à l'aérodrome de Sion. Une dernière escale au bistrot s'impose. On arrive ici, la Madeleine est en train de jouer aux cartes. C'était 1h du matin, ça je me rappellerai toujours. Il a dit on va aller la secouer. On a été tapé à Roustor. Il a dit maintenant, Madeleine, c'est 2 doubles whisky pour les deux. Parce qu'on a risqué aujourd'hui. Et voilà, on a bu ces 2 whiskies, puis on est rentré à la maison. Homme d'une modestie légendaire, Fernand Martignoni n'aimait pas que l'on parle de lui. Pourtant, les distinctions s'accumulent au fil des années. Ami du chanteur Gilbert Bécaud, il côtoie des célébrités venues du monde entier. En août 1982, Fernand Martignoni est lauréat du prix Runzi qu'il reçoit des mains du conseiller Guy Genoux. À l'heure des réjouissances, le pilote nadar est loin de se douter du destin tragique qui l'attendra 2 mois plus tard. On est parti dans le Val d'Anivier, à Zinal. On était fait un petit transport là-haut. Et on est rentré, c'était 6h le soir. Et puis ils ont dit Fernand, il s'est craché. Ça, je me rappellerai toujours. Et je suis sorti du bureau en large. « 27 octobre 1982, l'Alouette XCM, engagée dans une campagne de vaccination des renards contre la rage, percute un câble de transport non signalé dans la région des Diablerets. L'hélicoptère tombe en position inversée et explose. Outre Fernand Martignoni, les 4 passagers sont tués. Il s'agit du vétérinaire cantonal Georges Brunner, son adjoint Marc Michaud, leur secrétaire Jeannette Rowe et le professeur Franz Steck de l'université de Berne. Comme si ce drame ne suffisait pas, le commandant des pompiers Georges Pichard décède d'un arrêt cardiaque. C'était tous les jours. Dimanche comme la nuit pour les sauvetages, j'étais toujours là avec lui. Je crois que de lui reste surtout l'exemple, et puis je dirais, reste aussi surtout son fils, qui est bientôt chef mécano des hélicoptères à Sion. En 1983, la compagnie s'implante dans le Chablais, plus précisément à Colombais. Entre transport à l'élingue, traitement des cultures et sauvetage, les activités de Colombais sont très variées. Christian Rosa, pilote chez Air Glacier depuis 10 ans,
est aujourd'hui responsable de la base. Nous sommes 11 personnes à travailler ici. Nous travaillons essentiellement sur un lama, le X-Ray Golf Papa, et l'hiver sur un lama et une alouette. On travaille beaucoup sur le plateau suisse également. Nous travaillons jusqu'à Genève, en ville. Nous allons assez régulièrement pour les sulfatages lac de Bienne. Mais notre lieu de travail principal est le Chablais, les Val d'Illier et le Chablais vaudois. Nous n'avons pas les sauvetages l'été. Nous gardons les sauvetages l'hiver une fois que les pistes de ski sont ouvertes. Nous avons une très bonne collaboration avec Rega et nous travaillons l'hiver avec eux et l'été, Session qui assure les sauvetages dans le Chablais et le Chablais valaisan principalement. Nous mettons en route les alouettes pour cet hiver, justement pour la période de sauvetage qui s'annonce. Alors maintenant, la principale activité des mécaniciens est justement de réviser ces alouettes et mettre la mécanique des lamas que nous utilisons moins l'hiver pour les mettre sur ces alouettes qui vont travailler beaucoup cet hiver. 1988. Air Glacier renforce sa présence dans l'Oberland. Elle s'installe à Saanen, à 2 pas de la station de Gstad. Elle y assure de nombreux sauvetages. Christian Brandt y partage ses activités entre le bureau et le terrain comme assistant de vol. Il y a 2 pilotes fixes ici, 3 assistants, 2 mécanos, une secrétaire et puis quelques auxiliaires. En été, nous, on travaille comme des transports, du bois, du béton. Ça, c'est le travail en été. En hiver, on a souvent des vols taxis. On n'a qu'une équipe pour faire piquet sauvetage. Deuxième équipe qui fait héliskiing, minage, des vols taxis. Ça, c'est le travail en hiver. On connaît bien la région. Et puis, comme on est valaisan, on n'a pas de problème ici, au Berner Oberland. Station d'épuration de Biodron. Il est 5h30 du matin. Pour Jean-Louis et ses aides de vol, c'est une journée ordinaire qui commence. Au programme aujourd'hui, le traitement de vignes au-dessus de fûts. Depuis plus de 20 ans maintenant, Air Glacier offre ses services aux vignerons romans. Premier ravitaillement, les réservoirs du lama sont remplis avec 4 à 600 litres de produit. Les rotations commencent. Jean-Louis s'en donne à cœur joie. J'adore voler et puis pour moi, on peut retrouver cette sensation de la technique de vol hélicoptère seulement dans les vignes. Quand on vole les charges, on vole la charge. Quand on vole les vignes, on vole l'hélicoptère. Alors, pour un pilote qui aime voler, c'est le régal, c'est le dessert finalement. Le pilote se repère dans le terrain en suivant des balises de couleurs différentes. Il doit maintenir une vitesse de 55 km/h tout en restant le plus bas possible. Les marges de manœuvre sont parfois infimes. La barre à mont, elle est dans des dévers, moi je dirais jusqu'à 50 cm sol. Et puis, ce qu'on ne voit pas toujours dans les vignes, c'est les piquets d'arrosage. Donc il faut avoir les yeux ouverts. Et si on vole la barre à mont à 10 mètres, la barre aval est à 20 mètres et puis on loupe notre histoire. Alain Dorsa est conseiller technique en produits agricoles. Son job est de vérifier l'application des mélanges, pas n'importe lesquels. La loi est stricte. On applique uniquement des fongicides, donc c'est surtout pour lutter contre le mildiou et l'oïdium, 2 maladies qui peuvent créer d'importants dommages en perte de récolte, mais aussi en qualité de raisin, qualité